Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec vous pour vous parler d'éco-conception. On va essayer de voir un maximum de bonnes pratiques aujourd'hui euh, dans l'objectif de réduire l'empreinte environnementale et numérique de vos projets. Donc aujourd'hui, nous sommes deux pour vous parler. Donc, je suis accompagné de Daniel. Bonjour, Daniel, UX designer. Et donc moi, Adam Carton de Viard, je suis responsable notamment des équipes Drupal et intégration chez Adimeo. Donc avant de s'attaquer au sujet principal, je vais vous présenter un petit peu Adimeo. Bonjour à tous, je vois qu'il y a des gens déjà qui sont présents, très bien. Donc, pour revenir au sujet Adimeo, nous sommes un groupe qui accompagnons nos clients sur l'ensemble de la chaîne du digital dans l'objectif d'en faire un levier de croissance. Donc, on accompagne tous nos clients pour s'apprivoiser de nouveaux outils, mettre en place de nouvelles organisations, utiliser des nouvelles techniques, utiliser des nouvelles formes de dialogue avec vos utilisateurs, vos consommateurs, clients, quelle que soit la dénomination des gens à qui vous vous adressez. Notre ambition au quotidien, c'est de créer des expériences digitales qui soient uniques, remarquables et performantes. Et cette notion de performance, on va la voir aujourd'hui, elle est très importante dans le sujet qui nous intéresse. Pour faire tout cela, on regroupe nos talents dans 4 expertises, 4 grandes familles d'expertise, le consulting et la stratégie pour définir la trajectoire de transformation de nos clients, le design et l'innovation pour concevoir, faire de l'UX, de l'UI, des prototypes, des tests utilisateurs. Ensuite, on a la production technique, évidemment, construire les sites internet, les outils, les intranets, les extranets, les applications métiers, maintenir ces outils aussi, donc avec la TMA. Et le dernier pôle, c'est le marketing et l'animation, qui permet aussi de faire vivre et de toucher un maximum de monde, donc avec des intégrations avec les CRM les plus connus du marché, du travail sur le référencement, sur le content et l'inbound marketing, travail sur les réseaux sociaux, etc. Donc l'objectif aujourd'hui, comme dit précédemment, c'est de découvrir ensemble les bonnes pratiques d'éco-conception dans le but de mener des projets numériques plus responsables. Ok. Et donc, on va commencer par la base de l'éco-conception. On ne connaît pas exactement votre maturité sur le sujet. L'idée de ce webinaire, c'est de balayer un peu ce concept rapidement et d'aller très rapidement sur les bonnes pratiques. Donc, l'éco-conception, on le sait, on vit dans un monde donc en plein bouleversement. Encore une fois, cet été en Europe, il y a eu plein d'incendies qui ont ravagé nos forêts. C'est clairement lié au bouleversement climatique. Et dans ce contexte-là, nous avons dans notre secteur du numérique un impact, évidemment, puisqu'on parle de monde virtuel, on conçoit des applications, des outils numériques qui sont dans le monde numérique et digital, mais tout ça a évidemment des impacts très pratico-pratiques et donc des impacts sur l'environnement. Donc, en numérique, cette notion d'éco-conception, la notion d'éco-conception, en gros, c'est plus une démarche qui va essayer de rallonger le cycle de vie de n'importe quel produit. Donc, que ça soit à son tout début de sa fabrication, à son acheminement et à la fin de sa vie, comment il est recyclé, etc. À la base, l'éco-conception, c'est ça. Et en numérique, nous, on va recentrer le sujet plus sur la notion de trouver le meilleur équilibre entre le niveau de performance et atteindre la qualité de ressources nécessaires pour atteindre cette performance. Donc l'idée, c'est effectivement d'aller vers plus de sobriété, de faire peut-être moins pour faire mieux et encore
mieux, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que ça soit plus puissant. Voilà, c'est vraiment une démarche de sobriété. Et donc, dans le digital, ça va de la stratégie à la conception, tous les aspects graphiques, le développement, la production, l'hébergement et la maintenance. Quand on regarde les chiffres que Green IT nous fournissent, on voit que les principaux leviers pour pouvoir commencer à toucher réellement de l'économie de ressources, c'est effectivement l'hébergement, le développement et la conception technique, ça a de l'importance, mais le plus important, c'est la conception fonctionnelle. Est-ce qu'on s'est bien posé les questions pour créer un produit dont l'usage ne va pas dépasser, en gros, le vrai besoin de l'utilisateur. Et cette notion, elle est très bien résumée par Frédéric Borlage. Donc, obtenir le meilleur rendement avec le minimum de ressources, c'est éviter de faire du gras, même si c'est du gras bio. Donc voilà, même si c'est mieux, ça reste du gras. Donc, il faut vraiment se poser la question de est-ce que cette fonctionnalité, est-ce que ce contenu, il est utile, est-ce qu'il va être consommé? Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, ça part à la poubelle, entre guillemets, et ça crée du déchet. On ne voit pas la slide. Il semblerait qu'il y ait un problème. Hop. Est-ce que vous voyez les slides? C'est bon? D'accord. Ok, bon, on peut passer à la suite. Merci, Emmanuel. Donc, merci, Céline. Merci. Donc, effectivement, les avantages d'adopter une démarche d'éco-conception, c'est réduire l'empreinte environnementale, évidemment, mais aussi réduire les coûts, car si on conçoit mieux, on peut aussi concevoir plus intelligemment et donc réduire son investissement et l'opérationnel. Et, in fine, pour l'utilisateur, avoir une expérience utilisateur qui est au plus proche de son essence, de son besoin. Et voilà, on résume souvent l'expérience utilisateur qui est dans son essence avec less is more. On peut faire mieux avec moins. Donc, comment agir? On va agir durant toute la vie de notre projet, que ce soit en phase de stratégie pour commencer, puisque c'est évidemment le plus important d'intégrer cette logique dès le départ, c'est vraiment clé. Donc, au cours de la stratégie, de la mise en place, de la réflexion, de l'expression du besoin, durant évidemment la phase de conception, si notre design UX, nos maquettes et les spécifications ne prennent pas en compte ces problématiques, forcément, ça va découler sur la suite, comme on disait, de fonctionnalités en trop, de fonctionnalités inutiles ou mal conçues. Et évidemment, après, dans les phases de réalisation et d'exploitation du produit. Donc, on va commencer à voir les différentes bonnes pratiques de ces différentes étapes. On va commencer avec la stratégie avec Daniel. Ok, niveau stratégie, et oui, Fiona, vous pourrez retrouver le recording après la session. Pour la stratégie, effectivement, comme on l'a dit, donc, vu que c'est une démarche de sobriété, à la base de cette démarche, c'est de se poser les bonnes questions. C'est de se poser la question, tout d'abord, de la promesse du site. Est-ce que ce site a une utilité? C'est effectivement hyper dur de se poser cette question-là, puisque voilà, quand on doit lancer un produit numérique, on a envie que ça marche, on a envie d'aller jusqu'au bout du projet, mais la première question, c'est est-ce que ça a une réelle utilité? Est-ce que, et du coup, quand on va construire ce projet, est-ce qu'il y a du gras fonctionnel à retirer? Donc, la promesse du site, si déjà on n'arrive pas à se dire mon site, à quoi il sert, à quoi il va servir pour l'utilisateur, c'est que déjà on ne part pas très bien. Donc, suffisait de faire un site en éco-conception et de communiquer dessus en interne. Donc, pour s'imprégner de la démarche et vraiment y croire, parce que ça peut être effectivement ça peut créer des sujets plus compliqués, mais
L'idée, c'est que, et du coup, il va falloir s'armer pour aller jusqu'au bout de cette démarche et se poser les bonnes questions. Donc, communiquer dessus en interne et être fort sur ses appuis pour se dire, non, nous, on veut vraiment aller dans cette voie-là. C'est là où on veut aller. Donc, communiquer dessus en interne pour que tous les gens du projet soient imprégnés de cette promesse et qu'on y aille ensemble. Et dans cette notion-là, il y a effectivement désigner un référent identifié en éco-conception, donc à l'image du DPO, qui sera le champion, l'ambassadeur du projet. DPO, c'est pour le RGPD. C'est ça, digital. Je sais plus. Imposer à ses prestataires de garantir une démarche d'éco-conception. Donc, en interne, effectivement, on est imprégné, mais on choisit aussi ses partenaires dans cette voie-là. Donc, tout ce qui est, on le reverra, tout ce qui est hébergement, ça fait partie de la notion pour réduire ses empreintes carbone et aller vers moins de conservation de ressources. Définir ses cibles principales, évidemment. Donc, si on veut concevoir un produit, après la promesse du site, il faut bien définir ses cibles. Et définir ces cibles au plus proche du besoin, ça va vous permettre d'enlever du gras fonctionnel. Voilà. Et au-delà de ça, donc, pour éviter l'obsolescence matérielle, essayez de voir le contexte d'utilisation. Est-ce que, du coup, on fait plutôt un produit pur mobile ou est-ce qu'il y a les deux sur desktop et mobile? Est-ce que ça va servir à quelque chose d'avoir les deux? Voilà, ça, c'est typiquement des questions qu'il faut se poser parce que du coup, vous allez taper dans différentes ressources de device, du desktop ou du mobile, donc, et une télé peut-être. Donc voilà, il faut vraiment se poser la question du contexte d'utilisation et d'essayer d'en faire le moins possible. Privilégier des technologies standards et open source. Donc, voilà, par exemple, privilégier les web apps pour éviter l'obsolescence des applications dans les OS mobiles. Et réduire l'impact des actions du cycle de vie de projet. Donc, ça, en fait, ça découle de toute la démarche d'éco-conception en général. Mais dans le cadre, on ne va pas non plus parler que du hardware ou que de la conception. Il y a aussi toute la partie projet et organisation du projet. On va essayer évidemment de limiter tout ce qui est du gras, donc essayer de limiter les déplacements en train, en avion évidemment, privilégier les visios, éviter les boucles de mail trop importantes et limiter le nombre de parties prenantes au projet. Ça, c'est des exemples, donc voilà, où peut-être qu'on enfonce des portes ouvertes, mais c'est pour dire que notre impact physique dans l'organisation du projet a évidemment aussi de l'impact carbone. Donc, on va essayer de limiter ça. Là, du coup, on passe à la conception UX/UI, donc les bonnes pratiques plutôt UX/UI. Donc, effectuer de la recherche utilisateur, ça va avec la priorisation des cibles. Quand vous avez priorisé vos cibles, vous pouvez faire de la meilleure recherche utilisateur pour faire émerger les besoins et limiter donc des fonctionnalités qu'on n'aurait pas besoin. Donc, si vous vous posez la question, on aimerait bien faire cette fonctionnalité et que vous faites de la recherche utilisateur, ça va vous permettre de savoir s'il y a un réel besoin. Peut-être que les utilisateurs vous diront, moi, ça, non, je ne le voyais pas. Ça se calibre au niveau ça peut se calibrer au niveau du guide de l'entretien. Du coup, vous pourrez savoir s'il y a un réel usage et donc pouvoir affiner vos fonctionnalités. Bien définir l'architecture de l'information. Donc, essayez de ne pas faire un mastodonte de site avec une profondeur de rubriques qui peut aller jusqu'à N-6. Donc, voilà, on essaye de faire des arborescences ramassées. Less is more. Donc, voilà, faire moins, c'est probablement mieux. L'utilisateur va aller plus vite vers son besoin. Il va moins explorer le site, mais il va peut-être l'explorer plus longtemps. Donc, voilà, essayer de faire une architecture d'information
de l'information ramassée et impactante où il n'y a pas de gras. Et on a fait de la recherche utilisateur en amont, on a créé son produit et avant de le lancer, quand on est en phase de prototypage, on essaye de mener des tests utilisateurs pour, encore une fois, affiner le produit et confronter l'utilisateur aux besoins, à son besoin réel. Voilà, et après, affiner, est-ce que ça, on va plus loin et on enlève cette partie-là? Est-ce que ça, finalement, on voit que ça ne marche pas, que les gens n'y vont pas? Peut-être se poser la question de l'abandonner. Voilà, ça peut être des coups durs parfois, mais c'est aussi ça, voilà, la démarche d'éco-conception. Éviter les vidéos et animations. Donc, voilà, ça c'est la partie qui va être un peu pénible pour les directeurs artistiques, mais on verra à la fin qu'il y a des bons exemples de sites. On vous a trouvé des exemples qui sont beaux et propres, entre guillemets. Donc, là, toute cette notion-là, effectivement, ça va rentrer pas en conflit, mais il va falloir bien articuler le spectre de ce que vous voulez pour votre projet, entre la stratégie de marque, ce que vous voulez montrer, parce qu'on est conscient, nous, en tant qu'agence, qu'il faut vous accompagner aussi et que votre image, votre positionnement sur votre secteur a de l'importance. Vous avez des messages à faire passer. Vous ne voulez pas être comme le voisin, on l'entend tout à fait. Et donc, effectivement, c'est là où il va y avoir un degré de pivotement et d'essayer de voir où est-ce qu'on peut se placer au niveau de la démarche d'éco-conception. L'idée, c'est de ne pas aller vers de l'anorexie du produit et que on n'est qu'une page où on clique sur un bouton et voilà. Il y a effectivement des zones grises où aller. Et donc, toute cette partie-là de DA, effectivement, il va y avoir un impact, mais on peut quand même faire des beaux sites. On peut faire des choses avec de la couleur, des formes vectorielles. C'est ça. Il y a plein de choses à faire. C'est ça. Et donc, le premier réflexe, c'est d'essayer d'éviter les vidéos et les animations. Si vous mettez une vidéo, on essaye de donner le contrôle à l'utilisateur pour la lancer et ne pas la lancer directement. Voilà. Utiliser le plus possible le format vectoriel, évidemment, parce que c'est moins lourd. Éviter le scroll infini. Souvent, on nous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait plutôt un scroll infini dans une page de liste ou est-ce qu'on fait une pagination? Et la réponse, si vous voulez être dans une démarche d'éco-conception, et d'ailleurs d'accessibilité, c'est de la pagination. Réduire les cas de notification et leur redondance. Si on prend l'exemple d'applications de livraison de restauration, on reçoit souvent plusieurs notifications qui sont aussi doublées d'emails. Donc, vous avez le même message qui vous a été envoyé en notification et en email. Il y a un message qui aurait pu ne pas exister et donc ne pas prendre de ressources. Voire même en SMS. Voilà, voire même en SMS. Parfois, on a le triple de l'information. Ça, c'est une bonne pratique et de se dire on va l'envoyer une fois et ça suffira. Privilégier l'utilisation de police système. Voilà, donc les polices propriétaires, ça peut être très joli, mais ça prend pas mal de ressources. Donc, nous, on essaye, comme recommandation, d'avoir au maximum 2 polices différentes et au maximum 4 variantes. Ça suffit tout de même pour avoir, pour se laisser une latitude de DA assez importante pour pouvoir quand même avoir des choses qui sont très belles. Alors ensuite, donc sur les bonnes pratiques plutôt centrées sur la réalisation, la production plutôt technique, un premier objectif, ça va être de réduire le poids de la page. Alors, juste pour revenir un petit peu sur ce que disait Daniel, il y a des choses, effectivement, on a l'impression un peu d'enfoncer des portes ouvertes. On va dire qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ces recommandations qui vont de pair avec tout simplement avoir de meilleures performances, ce genre de choses. Donc oui, il y a des choses qui sont évidentes, mais qu'on ne fait pas toujours sur des projets classiquement. Hein. Donc voilà, donc un des premiers objectifs principaux,
évidemment, c'est de réduire le poids de la page. Donc pour cela, plusieurs choses. On peut privilégier déjà des librairies et des frameworks plus sobres. Donc des librairies, c'est des collections de code qu'on va utiliser. On ne va pas refaire à chaque fois, à chaque projet. On ne va pas redévelopper tous les éléments. En général, on va utiliser des boîtes à outils existantes pour construire le projet, des frameworks ou l'utilisation de CMS aussi, etc. Et donc, dans le choix de ces librairies et de ces frameworks, qui ne sont pas forcément des choix qui sont au niveau de la stratégie, mais qui peuvent être par les développeurs selon leurs préférences, l'idée, c'est qu'ils soient conscients de ça et que l'équipe de développement puisse privilégier des librairies les plus sobres et les plus légères. Sobres dans le sens ne vont répondre que aux besoins qui est attendu, et légères dans le sens de leur poids en termes informatiques. Ensuite, un point très important, c'est de réduire le poids des images. Il est vraiment majeur ce point-là, parce que une page Internet avec énormément de grandes images non optimisées peut vraiment exploser les scores en termes de poids de chargement. Donc, utiliser des formats type WebP, utiliser la balise Picture pour ceux qui auraient des connaissances plus techniques, où on peut définir plusieurs formats d'images pour s'adapter aux différentes tailles d'écran et aux différentes densités de pixels. Essayez aussi de ne charger les médias que quand c'est nécessaire. Pourquoi charger une image qui est tout en bas de la page si l'utilisateur ne scrolle jamais tout en bas, donc ce qu'on appelle le lazy loading. Mais ça va aussi avec les players vidéo. Le player, par exemple, de YouTube, si on le met sur une page, il va tout de suite commencer à préload. Donc, il va commencer à charger le début de la vidéo pour que quand la personne clique sur play, ça démarre tout de suite. Donc, c'est super en termes d'usage, etc. Mais en réalité, si la personne ne clique jamais pour lancer la vidéo, c'est un chargement qui aura été fait pour rien. Voilà. Après, il y a des choses qui sont en général déjà faites, mais compresser, minifier, tout ce qui est assets, HTML, CSS, JavaScript. Essayer de ne charger que les CSS et JavaScript nécessaires pour la page courante. Ça, c'est plus difficile. Parce que souvent, historiquement, il y a beaucoup de projets où on va avoir une ou plusieurs feuilles de style, mais elles vont être, par exemple, chargées sur toutes les pages. Là, l'idée, c'est d'essayer de ne charger que le nécessaire par page. Et c'est notamment très facile à faire avec Drupal. Ensuite, un autre point important dans la réalisation, la production d'un produit numérique, c'est d'essayer de limiter les échanges entre le client, c'est-à-dire le navigateur ou le téléphone portable dans le cas d'une application, entre le client donc et le serveur où va être stocké les fichiers de l'application ou du site, et où va se passer tous les calculs informatiques qui vont permettre de générer les différentes pages et tout ça. Donc l'idée, c'est de réduire ces échanges au maximum, de limiter les requêtes inutiles, l'utilisation de l'Ajax. L'Ajax, donc, c'est le fait d'appeler de manière asynchrone le serveur depuis le navigateur, c'est-à-dire faire une requête sans recharger toute la page. Quand vous cliquez sur un lien et que vous ouvrez une nouvelle page, vous avez fait une requête synchrone. Votre page s'affiche quand le serveur répond. Quand on fait une requête en Ajax, c'est par exemple, je change une valeur dans un filtre et sans que la page se recharge, la liste des contenus que je suis en train de regarder va se recharger. Ou alors, je remplis un champ et tout de suite, il va être validé côté serveur par un appel comme ça en Ajax. Voilà. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent être intéressantes d'un point de vue UX, mais il faut peser le pour et le contre, parce que parfois, ça peut mener à des requêtes inutiles. Enfin, voilà. C'est toujours, de toute façon, une question de bon sens.
Par exemple, on peut avoir parfois des requêtes en Ajax qui peuvent être utiles et qui peuvent éviter de faire des mauvaises soumissions de formulaires. Si on soumet un formulaire énorme plein de fois parce qu'il n'y a aucun système de gestion d'erreurs, ce n'est pas non plus une bonne pratique, puisqu'on va faire des requêtes lourdes de manière répétée pour rien. Alors que si on a mis en place une gestion des erreurs côté client, on va éviter de faire des soumissions répétées avec erreur. Donc du coup, ensuite, oui, proposer de l'autocomplétion qui va permettre d'éviter, pareil, qui va permettre à l'utilisateur final d'atteindre plus rapidement ce qu'il recherche. Donc éviter par exemple qu'il fasse 3 ou 4 recherches dans le moteur de recherche avant de trouver ce qu'il cherche. Éviter aussi de provoquer des requêtes simultanées, par exemple parce que par un manque de feedback ou par le fait de ne pas notifier l'utilisateur que sa requête est en cours de traitement. Quand on va cliquer 40 fois sur un lien, pourquoi ça ne marche pas? En fait, c'est en train d'être traité côté serveur et c'est juste qu'on n'a pas informé l'utilisateur et on n'a pas bloqué sa possibilité de réappuyer sur le bouton. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Voilà. Et ça, on peut y pallier avec un petit peu de microcopie ou du X-Writing. Voilà, c'est très simple pour que l'utilisateur s'impatiente pas et qu'il soit sur un système un peu plus humain et pas juste un système informatique. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est agréger les assets CSS et JavaScript. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir... quand le navigateur va charger les feuilles de style et le JavaScript de votre site, plutôt qu'il charge 10, 15 fichiers, l'idée c'est de les agréger côté serveur pour qu'il n'en charge qu'un seul. Donc ensuite, dans l'objectif de réduire la puissance informatique, donc tout ce qui est RAM, CPU, côté serveur, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont à mettre en place. Utiliser des protocoles pérennes et adaptés, c'est-à-dire utiliser des protocoles HTTP quand ils sont nécessaires, d'autres protocoles à d'autres moments. Donc, bon, ça, c'est des choses, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui sont quelque part logiques, mais qui parfois où on peut se retrouver dans des situations où quelqu'un va utiliser un outil à la place d'un autre, va du coup utiliser un outil d'une manière détournée, donc va un peu bricoler et on va se retrouver à utiliser des choses qui ne sont pas adaptées. Ensuite, un point majeur, c'est vraiment la mise en place d'un cache adapté au contexte. Donc le système de cache, c'est l'idée de ne pas calculer le résultat d'une page HTML à chaque requête. C'est de stocker ce résultat sous forme de fichiers, d'enregistrement dans des divers systèmes de base de données, enfin de stockage, et de renvoyer directement cette réponse déjà pré-compilée au navigateur qui en a fait la demande. Et adapté au contexte, c'est important parce que un utilisateur qui est connecté peut avoir des parties sur sa page qui vont être contextualisées, qui vont être adaptées, des systèmes de notification, des systèmes de tableau de bord avec, en fonction des thématiques qu'on a choisies, des remontées d'actualité, des choses comme ça. Tout ça, il faut s'adapter à ce contexte-là. Donc, il faut mettre en place des stratégies de cache, parfois qui peuvent être complexes pour des projets très dynamiques. Par exemple, des contextes d'intranet, extranet, ce genre de choses. Mettre en place une stratégie d'expiration des données et des assets. Donc, dans ce cadre-là, il faut éviter aussi de fournir... c'est un peu le pendant, c'est qu'il faut éviter de donner des informations qui soient plus bonnes et avec le cache. Et d'un autre côté aussi, un contenu et des images qui ne sont plus utilisées sur votre site, mais qui sont toujours accessibles sur Internet, peuvent donner lieu à des téléchargements inutiles parce que, par exemple,
je sais pas, un règlement, un document PDF que vous avez publié sur votre site internet, il ne peut ne plus avoir de valeur, il a été remplacé, mais en fait, il est toujours disponible et on peut encore le trouver sur Google, par exemple. Bah, ça peut donner lieu à des choses qui sont négatives pour vous d'un point de vue éditorial, mais aussi à du téléchargement inutile. Ensuite, voilà, après, c'est de la qualité de code, c'est éviter par exemple que les scripts JavaScript ne déclenchent plusieurs fois des éléments dans une page. Donc par exemple, au clic sur un élément dans la page, on veut déclencher un événement, c'est faire en sorte que déjà le clic ne déclenche pas X fois l'événement, mais c'est aussi éviter que recliquer sur l'élément ne reprovoque la même chose en boucle. Voilà, donc là, c'est un peu de l'intelligence au niveau du code qu'on écrit, être bien vigilant à faire quelque chose avec bon sens. Maintenant, dans la dernière étape qui est l'exploitation, au niveau des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, c'est limiter par exemple les environnements de test. Alors, par exemple, pour un projet, on va souvent avoir une instance pour tester les développements qui va être accessible aux développeurs entre eux. On va avoir une instance pour faire la recette interne, une instance pour faire la recette avec vous, avec le client, où le client, vous allez tester les derniers développements qu'on va faire. Une instance pour qualifier la livraison, une pré-production. Et puis, évidemment, la production où va avoir votre site accessible au plus grand nombre ou pas, si on est dans le cadre d'un intranet ou d'un extranet. Et donc, du coup, ces événements, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut les éteindre la nuit quand on ne s'en sert pas. Alors, je ne parle pas de la production, bien sûr, je parle des autres. A priori, sauf si vous travaillez sur plusieurs continents, plusieurs créneaux horaires, personne ne va tester la nuit. Donc, déjà, on peut les éteindre la nuit. On peut aussi les décommissionner quand ils ne servent plus. Par exemple, s'il n'y a pas de nouvelles évolutions prévues sur le site pendant les 3 mois à venir, on peut très bien éteindre définitivement cette instance. Et le jour où on en a besoin, on a les outils aujourd'hui, je pense, avec tous les techniques DevOps, pour remonter un environnement de test rapidement. En tout cas, c'est quelque chose qui est souhaitable. Ensuite, un point important aussi, c'est d'avoir pour ces serveurs une stratégie adaptée aux besoins en termes de redondance, de scalabilité. Si on a un serveur avec très peu de trafic 90% de l'année et qu'il y a juste un mois dans l'année où il y a beaucoup de trafic, ça ne sert peut-être à rien de dimensionner en permanence son serveur pour la période où il y a beaucoup de trafic. Encore une fois, c'est du bon sens, c'est aussi des économies potentiellement financières. Un point important aussi, mais c'est pareil, c'est de la performance, c'est choisir un data center qui soit proche géographiquement du contexte d'utilisation. Si vos utilisateurs ils sont en Europe, avoir un serveur en Australie, ce n'est pas une très bonne idée. À beaucoup de niveaux, mais aussi en éco-conception. Ensuite, l'exploitation, donc il y a aussi un aspect éditorial. Les sites que nous, on va développer pour beaucoup de nos clients dans mon équipe, donc avec Drupal, on va avoir des possibilités très riches en termes éditorial. On va pouvoir mettre des médias, on va pouvoir mettre des médias de tout type, documents, vidéos, images, etc. Si les contributeurs de ces sites font des contenus avec des murs d'images, évidemment que le poids, même si on a mis toutes les optimisations, le format WebP, la Balus Pictures avec les tailles adaptées en fonction de l'écran, etc., malgré tout, la page sera très lourde. Donc, c'est aussi faire en sorte que vos contributeurs, les personnes en charge de l'éditorial, soient aussi conscients de ces problématiques-là et adaptent leur écriture et leur contribution. Donc, des exemples de sites beaux et entre guillemets propres. Ouais. Alors,
On vous a passé en revue toute cette bonne pratique. Et là, on va essayer de vous montrer 3, 4 exemples de sites qui, pour nous, sont qui ne perdent pas en vue leur image et leur DA et qui pourtant sont très sobres et par l'utilisateur. C'est le cas donc de Ethics by Design, qui est là, le site d'une conférence, un festival de conférences qui a lieu en France, qui va avoir lieu dans pas longtemps d'ailleurs. Et donc, on voit bien, on vous invite à aller sur le lien, parce que nous, on ne peut pas faire de partage d'écran pendant le webinaire, mais si vous voyez le site, vous voyez qu'il y a quand même une patte où les images sont présentes et avec un traitement donc, où on essaye de faire ce liseré en vert, c'est leur charte. Et pourtant, on peut avoir de l'image. Donc, on dirait que c'est un peu bridé, mais au final, on a le message, on voit de quoi ça parle. Les images sont parlantes, le texte est parlant, on a de la DA. L'UX est propre et l'utilisateur sait ce qu'il a à faire. Et bonus aussi, il y a un widget qui nous explique donc combien le site émet donc de CO2. Donc ça, c'est parce qu'évidemment que du coup, on ne peut pas arriver à l'émission zéro, c'est impossible, mais l'idée, c'est d'être transparent sur sa performance et donc de montrer où on en est. Exactement, Mathieu. Ça fait effectivement un peu fanzine, un peu magazine. Il y a un aspect papier, tout à fait. Le deuxième site, donc c'est Sustainable Web Design. Donc c'est deux agences, une américaine et une anglaise, qui se sont associées pour essayer de créer une communauté, donc pour partager et être un peu le fer de lance du Sustainable Web Design. Donc, comme vous le voyez, si vous parcourez ce site, on n'a pas du tout abandonné donc, la direction artistique. Pour le coup, effectivement, il n'y a pas d'image, mais on a ces patterns qui reviennent et qui sont très design. Et pourtant, comme je le disais, on ne perd pas en vue la promesse du site. La promesse du site est claire, elle a une utilité, puisqu'elle rassemble des ressources, des documents et des publications pour se renseigner sur le Sustainable Web Design et comment bien le faire. Voilà. Avec de la navigation, etc. Et encore une fois, ce widget qui explique donc la performance de l'émission de CO2. Donc voilà, ça, c'est deux sites. On pourrait aussi parler dans plus la famille d'une autre pratique qu'on a vue et qu'on apprécie, c'est le switch du mode éco-conception. Donc là, eux, ils sont sur une démarche assez sobre, qui ne perd pas en design, mais tout de même assez sobre. Si vous allez plus dans un entre-deux, il y a le site du Palais de Tokyo et de Veolia qui ont placé une fonctionnalité qui s'appelle le mode éco-conception, un peu comme le mode accessibilité. Et donc, on peut cliquer sur ce bouton, et quand on clique sur ce bouton, toutes les images présentes sur le site vont être enlevées, et les vidéos d'ailleurs vont être enlevées. Ça peut être un petit peu gadget, mais pour un site sur lequel on va aller souvent, comme l'information qu'on veut naviguer en mode éco est stockée dans un cookie, quand on va revenir dessus, on sera directement en mode éco, et ça a l'avantage du coup, pour des sites où on va revenir régulièrement, de limiter son empreinte quand on navigue sur ces sites. Je trouve que c'est par exemple très utile pour des sites de régions, de localités, etc., où on va aller s'informer régulièrement, on va y retourner. Voilà, donc c'est une possibilité de garder un design avec beaucoup d'images et de proposer quand même un mode encore plus sobre à ses utilisateurs finaux.
Voilà. Alors, comment mesurer aussi cet impact? Donc, il y a différents éléments. Le premier qui est très parlant, c'est le poids de la page qu'on charge. Donc, tout simplement, on peut ouvrir les outils de développement et regarder dans l'onglet réseau, scroller jusqu'en bas de la page et on voit en résumé le poids de tout ce qu'on a chargé sur son ordinateur, hein, puisque ce qu'on charge en allant sur Internet avec son navigateur, c'est chargé sur son ordinateur. Donc, on a cette information très simplement. On peut voir aussi au même endroit le nombre de requêtes. Le nombre de requêtes qui sont effectuées, par exemple, comme je l'expliquais tout à l'heure en Ajax, le nombre d'images, le nombre de fichiers CSS, JS, etc. D'autres outils, d'autres KPI, c'est la vitesse d'affichage. Donc là, il y a de nombreux outils qui vont remplir ce rôle-là, hein. Lighthouse, GTmetrix, etc. Certains aussi de ces outils nous donnent le nombre d'éléments présents dans le DOM. Le DOM, c'est la représentation de toutes les balises, de tous les éléments HTML qui sont dans une page. Et ça peut avoir un impact aussi important sur le traitement, la puissance informatique côté navigateur, le poids, etc. Et il y a même des outils qui nous permettent d'estimer les gaz à effet de serre émis pour charger une page. Donc là, il y a le Green IT Analysis et le EcoIndex. Donc il y en a un des deux, je ne sais plus, je crois que c'est EcoIndex ou c'est une extension à installer sur votre navigateur. Les deux, d'ailleurs. Les deux, c'est ça? Oui. Green IT aussi. Et donc voilà, c'est des extensions qu'on peut installer sur son navigateur. Voilà. Après, le système de calcul, j'avoue, je ne sais pas dans quelle mesure, quelle est sa justesse. Mais c'est des choses qui donnent quand même une bonne idée. C'est ça. En gros, ça vous donne une note de A à E ou un peu plus de E. F, ouais, c'est ça. Donc A étant une note extrêmement bonne et F très mauvaise. Et en plus, ça vous donne une liste des bonnes pratiques qui donc ne sont pas cochées. Donc, c'est un outil simple et accessible pour déjà se poser la question, dès ma page d'accueil, est-ce que je peux faire mieux? Voilà. Après, comme on l'a dit, si vous ne voulez pas viser le A parfait, voilà, il y a peut-être une notion, un curseur à mettre. L'idée, donc, c'est pas d'aller dans le rouge, quoi. Donc, pour résumer tout ça, ce qu'il faut retenir de la démarche d'éco-conception, c'est que ce sujet, en fait, l'éco-conception, ça doit être une exigence qui doit infuser du début à la fin du projet et dans tous les aspects du projet. Et aussi, dans toutes les équipes, tous les sous-traitants, etc. Si on veut vraiment pousser la démarche loin, il faut que ce soit présent de A à Z. Donc, il faut les intégrer dès le début du projet, ces notions. Il faut définir des objectifs. Par exemple, avec les KPI qu'on a présentés juste avant, on peut mesurer son outil actuel qu'on veut refondre pour pouvoir comparer pour après. On peut partir des mesures qu'on obtient actuellement pour définir un objectif de réduction. On peut se dire, on veut réduire de 50%, ce genre de choses. Et il faut aussi, du coup, donner des indications à ces équipes pour comment atteindre ces objectifs. Un point important ensuite, c'est de réaliser, recéter et tester les maquettes fonctionnelles et graphiques pour pouvoir se dire, est-ce qu'on atteint les objectifs qu'on s'est fixés en tout début de projet? Est-ce qu'on est dans le cap, quoi? Est-ce qu'on maintient bien le cap? Et ensuite, il faut aussi bien faire quand on produit, donc bien réaliser, et tester en ayant en tête ces exigences, ces objectifs. C'est important de le faire au fur et à mesure du développement et pas de se retrouver à la fin et de devoir faire des choix de dernière minute
de sacrifier certains aspects des performances et donc de l'éco-conception parce qu'on a une deadline trop proche ou ce genre de choses. C'est les réalités des projets aussi. Malheureusement, ça arrive, voilà, mais si on recette au fur et à mesure avec cette idée de performance, on évite ce problème. Et le dernier point, c'est de former aussi les équipes éditoriales. Donc à écrire pour le web et à se poser la question des médias. Est-ce que j'ai besoin de mettre ce média à cet endroit-là? Est-ce que c'est pas mieux de mettre un message, etc. Toutes ces questions pour économiser du temps de cerveau à l'utilisateur et de la performance aux ressources. Donc aujourd'hui, on vous a résumé un certain nombre de bonnes pratiques qu'on a pu tirer de nos réflexions personnelles, mais aussi évidemment de sources comme le référentiel général d'éco-conception du numérique qui a été publié en 2021, dont Emmanuel vous a mis le lien dans le chat si vous voulez. Et d'autres comme Green IT. Exactement. Enfin voilà, voilà. On vous mettra un maximum de sources dans le chat, évidemment. Et il faut les consulter et toujours réfléchir et toujours garder en tête ces exigences. Donc, comment maintenir le cap? Donc, par la méthodologie, donc bien intégrer cette éco-conception dans le projet, l'implication des différents acteurs, les équipes, les externes, et le choix d'un référent, un peu à l'image, donc comme on le disait tout à l'heure, du DPO, le Data Protection Officer, qui a été introduit par le RGPD. Avoir aussi une sorte de DPO, mais pour l'éco-conception. Quelqu'un qui soit là, dont ce soit la responsabilité. Ça, c'est un levier très fort pour arriver à maintenir le cap. Donc, comment nous, à Dimeo, on peut vous accompagner dans tout cela? Dans la stratégie, analyser la situation actuelle, vous aider à définir une stratégie, définir des KPI, proposer des méthodologies et voir leurs impacts. Et ensuite, évidemment, dans la partie de Daniel sur la conception. C'est pouvoir les réaliser toute la conception, effectuer de la recherche utilisateur pour se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a le bon besoin? Est-ce que cette fonctionnalité, on en a besoin? Les prototyper le mieux possible et appliquer donc, le design graphique qui va bien. Si vous vous posez la question de cette démarche, nous, on peut vous accompagner avec des workshops en début de lancement de DA pour vous proposer des curseurs, vers quel curseur vous voulez aller et du coup, se poser les bonnes questions et aller vers là où vous voulez aller, parce qu'on est là pour vous accompagner. Et donc, la partie développement. Et donc, oui, dans le développement, bien sûr, prendre en compte le plan d'action qui aura été défini en amont. On est aussi en mesure, évidemment, de développer côté back, côté front, les outils dont vous auriez besoin, de maintenir, de faire évoluer. Et vous donner aussi des conseils sur l'hébergement, le déploiement, etc. Donc, on vous remercie pour votre attention, pour votre participation dans le chat. Et on va regarder les questions que vous avez pu nous poser tout du long. Donc, dans l'onglet questions, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Alors, la fonctionnalité de personnalisation présente sur le site Sustainable demande du développement supplémentaire. Cela va donc à l'encontre de l'enjeu d'éco-conception ou non? De personnalisation. Tu vois ce que c'est la fonctionnalité? Là, comme ça, non, mais de toute façon, la question à se poser, comme on disait, l'idée, c'est pas non plus d'aller vers de l'anorexie totale. S'ils ont jugé que c'était un besoin et que du coup, ça pouvait aider l'utilisateur, l'idée, c'est de pas non plus aller sur quelque chose qui est trop pauvre. Alors oui, ils auraient pu potentiellement s'en passer, mais voilà, la question, c'est ils se sont posés la question et j'imagine qu'ils sont Alors, dit que... en fait, c'est toujours une question de mesurer
de mesure, de réflexion. Si on fait un développement supplémentaire, effectivement, peut-être on va griller de la ressource. Il y a des ordinateurs, des développeurs qui vont tourner, il y a des réunions qui vont avoir lieu, etc., pour pouvoir mettre en place ces recommandations. Mais sur le long terme, c'est à mesurer aussi, si on met en place ces recommandations, combien on va économiser à plus long terme, et donc quelle est la valeur par rapport au coût, quoi, le gain par rapport au coût. Donc du coup, sur les questions, ensuite. Bonjour, quel CMS aujourd'hui peut répondre au mieux à de l'éco-conception? Alors, je n'ai pas de réponse toute faite sur le sujet. Moi, évidemment, étant responsable d'une équipe Drupal, je suis un peu biaisé en faveur de Drupal, hein, donc je vais pas vous mentir. Mais ma réponse sur ce sujet, ça serait de dire un CMS qui a des fonctionnalités de mise en cache avancées, qui a des fonctionnalités de gestion des assets intelligentes, de minification, de choses comme ça, et qui soit, si possible, le moins lourd quand il tourne et quand il génère des pages. Ça serait intéressant d'étudier plus en profondeur les différents CMS et de les comparer à ce niveau-là. Ça pourrait être l'objet d'un bon article sur le blog Adimeo, j'y penserai. Ensuite, l'autocomplétion nécessite qu'une base de données soit stockée en amont. Est-ce donc vraiment plus performant? C'est toujours pareil, je reviens un peu à la réponse qu'on a fait sur la première question. C'est toujours le bénéfice face au coût. Si l'autocomplétion permet d'éviter plusieurs requêtes et de générer plus de consommation de puissance informatique. Ou d'exploration du site où on va consommer des images, etc., pour accéder à son besoin. Dans ce cadre-là, oui, ça peut être plus performant. En revanche, si effectivement c'est que l'occasion d'avoir un nombre de requêtes délirant en plus, ça vaut pas le coup. C'est toujours une question de mesurer le coût face au gain. Voilà, peut-être que effectivement pas d'autocomplétion et juste taper une requête et arriver sur une page avec une liste une liste filtrable et que du coup je peux filtrer. Arriver plus vite en fait à sa requête et avoir une fonctionnalité qui me permet donc de trier pour filtrer pour arriver à mon besoin sans avoir de l'autocomplétion, ça peut être aussi une manière de contrebalancer. Donc ensuite, on a une question concernant les fonds noirs. Alors, le mode sombre. Alors, le mode sombre, en fait, il y a débat sur le mode sombre. Gros débat même. C'est une pratique qui est un peu dans l'air du temps, qui a été dans l'air du temps. Je ne saurais pas vous dire si c'est encore d'actualité ou pas. Mais en réalité, ça ne fait économiser de l'énergie que sur certains types d'écrans qui sont des écrans, je crois que c'est les écrans notamment OLED, qui ressemblent un peu dans leur fonctionnement aux écrans cathodiques. Mais sinon, sur tous les autres types d'écrans, ça ne change absolument rien d'afficher du noir ou du blanc. Et en fait, c'est qu'à la base, ça a été aussi fait pour améliorer la lisibilité. Alors, à ce niveau-là, c'est... Voilà, donc il faut, en fait, le mode pour le switcher, donc c'est pas... faudrait voir l'usage, si les gens l'utilisent réellement ou pas. Tout ça pour switcher du blanc au noir, voilà. Déjà, c'est pas énorme. Et donc, si vous voulez concevoir, si vous avez une application métier et que vos collaborateurs vont passer énormément de temps sur cette application et que du coup, vous voulez que leur lisibilité soit améliorée, peut-être déjà concevoir l'interface en noir. Enfin, en noir, on s'entend un degré de noir parce que le noir, le pur noir, va au final faire mal aux yeux. Donc, il y a il faut avoir le bon code hexadécimal qui va plus vers le taupe. Je ne l'ai pas en tête. Mais donc, voilà, ce n'est pas du noir pur. Et donc, voilà, si on veut bien le faire, ça serait plutôt dans ce sens-là. Faire votre interface qui est plutôt une application métier où les utilisateurs sont constamment dessus,
là, ça a du sens. Là, on a du sens. Si c'est sur un site beau ou un blog, se dire, bah voilà, je vais le switcher en noir, bon, voilà. C'est pas énorme. C'est pour ça qu'il y a des bas. Effectivement, ça peut avoir certains avantages. Et encore une fois, il faut se poser la question de ce qu'on en a besoin ou pas. Ensuite, en quoi l'utilisation de polices variées augmente l'impact? Donc, en fait, à chaque fois qu'on utilise une police différente, il faut la charger, cette police. Les polices, elles peuvent être plus ou moins lourdes selon leur format, voilà. Il y a des sites où on va utiliser en plus plusieurs formats pour répondre à un maximum de navigateurs différents parce que les vieilles versions d'Internet Explorer vont pas être capables de lire les mêmes types de formats, etc. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça peut avoir un vrai impact en termes de poids, en termes d'éléments chargés. Et en termes en UX de hiérarchie de l'information. Si vous avez une multiplicité de polices qui vont forcément à un moment donné se percuter, l'œil de l'utilisateur, il va, en fait, même si c'est assez fin, il va le voir et il va percevoir des frustrations et des frottements dans sa lecture du message. Et ça, c'est généralement pas très recommandé. Alors, avez-vous des données d'émissions gaz à effet de serre sur différents sites pour nous donner? Alors, effectivement, là, non. Là, mais de tête, non. En revanche, vous pouvez assez facilement aller, par exemple, sur websitecarbon.com. Je vais donner le lien pour qu'on puisse le mettre sur le chat. Je crois qu'il est dans l'article Adimeo. Et il vous permet d'aller calculer, vous rentrez une adresse et vous pouvez estimer une estimation du CO2 émis pour le chargement de page. Green-IT le fait aussi. Green-IT le fait aussi. Et donc, je vous invite à aller faire l'exercice vous-même, aller voir un site classique sur lequel vous allez souvent et essayer d'aller voir un des sites dont on a parlé aujourd'hui. Et je pense que vous verrez de manière assez parlante la différence. Voilà. Concernant le scroll infini, est-ce bon d'utiliser du JS pour un easy loader, par exemple? Alors, un easy loader, qu'est-ce que c'est? Je vois pas ce que c'est un easy loader. Ah, lazy loading. Donc la question c'était concernant le scroll infini, est-ce bon d'utiliser du JS pour un lazy loader par exemple? Oui, le lazy load c'est une bonne pratique puisque pour rappel c'est charger les éléments que s'ils rentrent dans l'écran de l'utilisateur, donc ce qu'on appelle le viewport. Donc quand vous scrollez, vous voyez les différentes parties de la page. L'idée, c'est de ne charger les images qu'au moment où on arrive dessus, ou charger les vidéos, ou charger un autre média. Voilà, donc le JS, pour faire des appels de cet ordre-là, si c'est pour économiser, en fait, il n'y a pas de problème. C'est toujours pareil, c'est essayer d'avoir une réflexion et se poser la question, si je le fais, qu'est-ce que ça a comme impact? Si je ne le fais pas, qu'est-ce que ça a comme impact aussi? Voilà. Bien sûr, on préférera la pagination si vraiment pour une question de DA et d'effet voix où vous voulez faire du scroll infini. Voilà. Du coup, c'est effectivement mieux de faire cette pratique technique. Il est 59. On a donc quelques petits messages à vous faire passer avant de finir. Déjà, merci de votre temps, merci de vos questions. C'est la deuxième fois qu'on fait ce webinaire et on en est très content. Voilà, vous avez la chance, du coup, chez Adimeo, là, de pouvoir avoir l'expertise design et technique ensemble pour vous parler de ce sujet. Donc, évidemment, si vous avez plus de questions ou si vous avez besoin d'accompagnement, on est là pour vous. Pour les prochains webinaires, donc voilà, là, nous, on a attaqué le webinaire de rentrée. Donc, il y en a bien d'autres.
On vous invite bien sûr à vous inscrire et merci d'être de plus en plus nombreux et d'avoir de plus en plus d'interactions avec vous. Merci beaucoup. Et Emmanuel, notre super animateur, va vous envoyer un lien de sondage donc, dans le chat auquel vous pourrez répondre pour vous donner du feedback pour qu'on s'améliore et qu'on continue à faire donc, des webinars de la sorte. Oui, n'hésitez pas à répondre au formulaire, au sondage. Ça nous intéresse beaucoup de savoir vos impressions, de connaître vos impressions. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir, à bientôt.